Entretien avec un extraterrestre de Lawrence R. Spencer et Matilda O'Donnell McElroy. Partie 2. Thème abordé dans cette partie. Chapitre 1. Mon premier entretien avec l'alien. Chapitre 2. Mon deuxième interrogatoire. Chapitre 1. Mon premier entretien avec l'alien. Note personnelle de Matilda O'Donnell McElroy. Au moment où l'alien fut transférée à la base, j'avais déjà passé plusieurs heures avec elle. Ainsi que je l'ai mentionné, M. Cavite me dit de rester auprès de l'alien, étant seul capable de communiquer avec elle. La faculté que j'avais de communiquer avec l'entité était incompréhensible pour moi. Je n'avais jamais auparavant fait l'expérience de la communication télépathique avec qui que ce fût. Cette expérience de communication non verbale était comparable à la compréhension que vous pouvez avoir quand un petit enfant ou un chien tâche de vous faire comprendre quelque chose, mais cette communication était infiniment plus directe et puissante. Quand bien même aucun mot n'était proféré, quand bien même aucun signe n'était adressé, l'intentionnalité des pensées était on ne peut plus claire pour moi. Je me rendis compte ultérieurement que, même si j'avais perçu la pensée, il était possible que je n'ai pas interprété correctement sa signification. Je suppose que l'alien n'avait aucunement l'intention de discuter de sujets techniques, eu égard à sa condition d'officier et de pilote, tenu de préserver la sécurité et la confidentialité exigées par sa propre unité ou organisation. Tout soldat capturé par l'ennemi en service commandé a le devoir de ne divulguer aucune information vitale, y compris bien entendu s'il devait être soumis à interrogatoire ou à la torture. En dépit de cela, j'ai toujours ressenti que l'alien n'essayait pas réellement de nous dissimuler quoi que ce soit. À aucun moment je n'ai eu cette sensation. Sa communication avec moi m'a toujours paru honnête et sincère. Je suppose, toutefois, que l'on ne peut jamais être tout à fait affirmatif. Je suis persuadé intimement d'avoir partagé un lien unique avec l'alien. Cela s'apparentait à la confiance ou à l'empathie que vous développez avec un patient ou avec un jeune enfant. Je suppose que cela a pu se produire parce que l'alien pouvait percevoir que je m'intéressais réellement à elle, que je n'avais pas d'intention hostile et que je ne permettrais pas non plus qu'on lui fît le moindre mal dans la mesure où je pourrais l'empêcher. Cela aussi était vrai. Je me réfère à l'alien comme un être féminin. En vérité, l'entité n'était sexuée à aucun titre, physiologique ou psychologique. Elle avait cependant, sans contexte, une forte présence et une manière tout à fait féminine. L'entité était néanmoins physiologiquement asexuée et ne possédait pas d'organes reproductifs, internes ou externes. Son corps ressemblait plutôt à une poupée ou à un robot. Il ne présentait pas d'organes intimes, n'étant pas formé de cellules biologiques. Il possédait toutefois un circuit ou un système nerveux électrique qui parcourait tout le corps. Je ne pouvais comprendre comment il fonctionnait. Quant à sa structure et à son apparence, le corps était de petite taille et très chétif. Il mesurait approximativement 1 mètre. La tête était démesurément volumineuse par rapport aux bras, aux jambes et au buste qui étaient minces. À l'extrémité de ses 2 mains et de ses 2 pieds se trouvaient 3 doigts
qui était en quelque sorte préhensible. La tête ne présentait pas d'organes fonctionnels tels nez, bouche ou oreille. Je réalisais qu'un officier spatial n'a pas l'usage de tels organes, l'espace étant dépourvu d'une atmosphère qui pourrait déduire le son. En toute logique, le corps n'est pas doté d'organes sensoriels de l'ouïe. N'ayant pas non plus à absorber de nourriture, le corps est de même dépourvu de bouche. Les yeux étaient étonnamment grands. Je ne pus jamais déterminer précisément le degré d'acuité visuelle dont ses yeux étaient capables. Toutefois, je remarquai que sa vue devait être remarquablement perçante. Je pense que les pupilles de ses yeux, très foncées et opaques, étaient peut-être également capables de distinguer les longueurs d'onde ou des particules par-delà le spectre de la lumière visible. Je présume que cela pouvait inclure l'étendue entière du spectre électromagnétique, ou plus encore, même si je n'en suis pas tout à fait certaine. Quand l'entité posait ses yeux sur moi, son regard semblait me traverser, comme si elle disposait d'une vision radiographique. Je trouvais cela quelque peu embarrassant tout d'abord, jusqu'au moment où je réalisai qu'elle n'était pas animée d'intentions sexuelles. En fait, je crois qu'à aucun moment la pensée ne la traversa de si j'étais femelle ou mâle. Il devient tout à fait évident, après une courte période passée avec l'entité, que son corps n'avait pas besoin d'oxygène, de nourriture ou d'eau, ni d'aucune source externe d'alimentation ou d'énergie. Ainsi que je l'appris par la suite, cette entité fournissait sa propre énergie qui animait et faisait fonctionner le corps. Cela me parut quelque peu féerique au début, mais je m'habituai à l'idée. Il s'agit réellement d'un corps on ne peut plus simple. Pour ainsi dire, quelque chose d'insignifiant en comparaison avec nos propres corps. Erle m'expliqua que le corps n'était pas mécanique, à la manière d'un robot, et qu'il n'était pas non plus de nature biologique. Il est animé directement par elle-même en tant qu'entité spirituelle. Techniquement, d'un point de vue médical, je dirais que l'on ne devrait même pas parler d'un corps vivant. Le corps artificiel, doll body, n'est pas une forme de vie biologique formée de cellules, etc. La peau, ou la surface, était délicate d'une couleur grise. Le corps était d'une grande tolérance aux changements de température, de conditions atmosphériques et de pression. Les membres étaient très frêles, dépourvus de musculature. Il n'y a pas de gravité dans l'espace, ce pourquoi nul besoin de force physique. Le corps était utilisé presque exclusivement dans le vaisseau ou dans des environnements de faible gravité ou de gravité nulle. Du fait de la forte gravité sur Terre, le corps ne pouvait se déplacer avec facilité, les membres inférieurs n'ayant pas été conçus à cet effet. Cependant, les pieds et les mains étaient très flexibles et agiles. Au cours de la nuit précédant mon premier interrogatoire de l'alien, le secteur s'était transformé en une ruche bourdonnante d'activité. Une douzaine d'hommes travaillaient à l'installation de l'éclairage et des équipements de caméra. Une caméra de cinéma, un microphone et un magnétophone furent également installés dans la salle d'interrogatoire. Je ne vois pas pourquoi un microphone était nécessaire, puisqu'aucune communication verbale n'était possible avec l'alien. Se trouvaient également présents un scénographe et plusieurs personnes penchées sur des machines à écrire. Je fus informé qu'on allait dépêcher jusqu'à la base, par un vol de nuit, un expert de l'interprétation des langues étrangères et une équipe de décryptage qui allait dans mes efforts pour communiquer avec l'alien. Plusieurs personnels médicaux, spécialistes de diverses disciplines, étaient présents pour examiner l'alien.
De même, un professeur de psychologie devait prêter son assistance pour formuler les questions et interpréter les réponses. N'étant moi-même qu'une simple infirmière, on ne pouvait me considérer comme une interprète qualifiée, quand bien même j'étais la seule personne capable de comprendre quoi que ce soit des pensées de l'alien. Nous eûmes par la suite de nombreux échanges. Chaque entretien eut pour effet un accroissement exponentiel de compréhension entre nous, ce que je développerai plus avant dans mes notes. Ce qui suit constitue la première transcription des réponses à une liste de questions qui me fut soumise par l'officier de renseignement de la base, que je débriefai au scénographe immédiatement après l'interrogatoire. Transcription officielle d'interrogatoire. 9 juillet 1947. Question. Êtes-vous blessé? Réponse. Non. Question. De quelle assistance médicale avez-vous besoin? Réponse. Aucune. Question. Avez-vous besoin de nourriture, d'eau ou autre aliment? Réponse. Non. Question. Avez-vous des besoins environnementaux particuliers, tels que température de l'air, composition chimique de l'atmosphère, pression atmosphérique ou élimination des déchets? Réponse. Non. Je ne suis pas un être biologique. Question. Votre corps ou votre vaisseau spatial transporterait-il des germes ou une contamination qui pourrait être nuisible pour l'homme ou pour d'autres formes de vie sur Terre? Réponse. Pas de germes dans l'espace. Question. Votre gouvernement sait-il que vous êtes ici? Réponse. Pas au moment présent. Question. Vos semblables vont-ils venir vous chercher? Réponse. Oui. Question. Quelle est la capacité de votre peuple en termes d'armement? Réponse. Très destructrice. Je ne compris la nature exacte du type d'armement qu'il pourrait posséder, mais je ne perçus pas non plus la moindre intention menaçante dans sa réponse, qui était purement factuelle. Question. Pourquoi votre vaisseau spatial s'est-il écrasé? Réponse. Il a été frappé par une décharge de foudre atmosphérique qui nous a fait pas perdre le contrôle. Question. Pourquoi votre vaisseau se trouvait-il dans cette zone? Réponse. Recherche de nuages contaminés, radiation, explosion. Question. Comment votre vaisseau vole-t-il? Réponse. Il est contrôlé par le mental. Il répond à des commandes mentales. Le mental ou les commandes mentales sont les seuls mots de la langue anglaise qui se présentent à moi afin de décrire l'idée. Leur corps, ainsi que, je pense, le vaisseau lui-même, sont reliés à eux par une sorte de système nerveux électrique qu'ils contrôlent au moyen de leurs propres pensées. Question. Comment les membres de votre peuple communiquent-ils les uns avec les autres? Réponse. Par le mental, la pensée. Les mots mental et pensée combinés sont les termes les plus approchants qui me viennent à l'esprit pour décrire l'idée à ce moment. Toutefois, il était très clair pour moi qu'ils communiquent par le mental, exactement comme elles communiquent avec moi. Question. Avez-vous un langage écrit ou des symboles pour communiquer? Réponse. Oui. Question. De quelle planète venez-vous? Réponse. La maison, lieu de naissance du domaine. N'étant pas astronome, je n'ai aucun moyen de penser en termes d'étoiles, de galaxies, de constellations et de direction dans l'espace. L'impression que je reçus fut celle d'une planète située au centre d'une immense concentration de galaxies qui est, elle, la maison ou le lieu de naissance. Le terme « domaine » est le plus proche auquel je puisse penser pour décrire sa représentation, ses images et ses pensées sur l'endroit d'où elle vient. Cela pourrait aussi bien s'appeler le territoire ou le royaume. Quoi qu'il en soit, je suis certaine qu'il ne s'agit pas seulement d'une planète,
d'un système solaire ou d'une constellation, mais d'un nombre immense de galaxies. Question. Votre gouvernement va-t-il envoyer des représentants afin de rencontrer vos dirigeants? Réponse. Non. Question. Quelles sont vos intentions concernant la Terre? Réponse. Préserver, protéger les biens du domaine. Question. Qu'avez-vous appris concernant les gouvernements de la Terre et les installations militaires? Réponse. Faible, négligeable, planète de destruction. Question. Pourquoi votre peuple n'a-t-il pas fait connaître votre existence au peuple de la Terre? Réponse. Surveiller, observer. Pas de contact. Je ressentis que le contact avec les habitants de la Terre n'était pas permis, mais je ne parvins pas à trouver un mot ou une idée qui exprime exactement le message que je reçus. Tout simplement, ils se bornent à nous observer. Question. Votre peuple est-il venu jusqu'à la Terre dans le passé? Réponse. Observation périodique, répétée. Question. Depuis combien de temps connaissez-vous la Terre? Réponse. Depuis longtemps, avant les hommes. Je ne suis pas certaine que le terme préhistorique serait beaucoup mieux approprié, mais il s'agissait sans aucun doute d'une période de temps très étendue, antérieure à l'apparition de l'être humain sur Terre. Question. Que savez-vous de l'histoire de la civilisation de la Terre? Réponse. Peu d'intérêt, attention, période brève. La réponse à cette question me parut très vague. Toutefois, je sentis que son intérêt pour l'histoire de la Terre n'était pas très vif, ou qu'elle n'a pas accordé beaucoup d'attention à cela. Ou, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment obtenu de réponse à cette question. Question. Pouvez-vous nous décrire votre monde d'origine? Réponse. Lieu de civilisation, culture, histoire, grande planète, abondance, ressources inépuisables, ordre, puissance, connaissance, sagesse, 2 soleils, 3 lunes. Question. Quel est le niveau de développement de votre civilisation? Réponse. Ancien, des billions d'années, supérieur à toutes les autres. Plan, programme, progrès, victoire, but, idéaux élevés. J'emploie le nombre billion parce que je suis certaine que la signification était un nombre supérieur à plusieurs milliards. La notion d'échelle de temps qu'elle me désigna dépasse mon entendement. C'est plus proche en vérité de l'idée d'infini en termes d'années terrestres. Question. Croyez-vous en Dieu? Réponse. Nous croyons. Il existe. Le faire continuer. Toujours. Je suis convaincue que l'alien ne comprend pas de la même manière que nous le concept de Dieu ou de foi. Je présume qu'au sein de sa civilisation, ils sont tous athéistes. J'ai eu le sentiment qu'ils ont une très haute estime d'eux-mêmes et qu'ils sont vraiment très orgueilleux. Question. Quel type de société est la vôtre? Réponse. Ordre, puissance. Le futur toujours. Le contrôle, croissance. Ce sont là les mots les plus approchants que je trouvais pour rendre l'idée qu'elle se faisait de sa propre société ou civilisation. L'émotion avec laquelle elle donna sa réponse à cette question devient très intense, très radieuse et très affirmative. Sa pensée baignait dans une émotion qui parvint jusqu'à moi dans une vague de jubilation ou de félicité. Cela me troubla considérablement. Question. Existe-t-il d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers indépendamment de vous? Réponse. Partout. Nous sommes la plus grande, la plus élevée de toutes. Compte tenu de sa petite structure, je suis sûre qu'elle ne voulait pas dire les plus grandes tailles ou les plus gros. Encore une fois, sa nature orgueilleuse transparaissait dans la sensation qu'elle me communiqua. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. C'est ainsi que prit fin mon premier interrogatoire.
Après que les réponses à la première liste de questions eurent été dactylographiées et transmises aux personnes qui les attendaient, ces dernières furent ravies que je sois parvenu à faire dire quelque chose à l'alien. Toutefois, après qu'ils eurent fini de lire les réponses, ils furent déçus que je ne sois pas parvenu à une compréhension plus claire. À présent, ils avaient un grand nombre de questions nouvelles, tirées des réponses que j'avais obtenues à la première liste de questions. Un officier m'ordonna d'attendre de nouvelles instructions. J'attends pendant plusieurs heures dans le bureau adjacent. Je n'étais pas autorisé à poursuivre mon interrogatoire de l'alien. Toutefois, j'étais toujours bien traité, autorisé à manger et à dormir, ainsi qu'à accéder aux espaces de repos chaque fois que je le désirais. Finalement, une nouvelle liste de questions fut rédigée que j'allais devoir poser à l'alien. Je me rendis compte qu'entre-temps, un bon nombre de nouveaux agents gouvernementaux et de militaires étaient arrivés à la base. Ils me dirent que plusieurs autres personnes se trouveraient dans la salle avec moi lors du prochain interrogatoire, lesquelles seraient autorisées à me faire demander immédiatement d'autres précisions au cours de l'interrogatoire. Toutefois, lorsque je tâchais de pratiquer l'interrogatoire en présence de ces personnes, je ne reçus aucune pensée, aucune émotion, ni aucun message perceptible de la part de l'alien, rien. L'alien se contenta de rester assise sur sa chaise, immobile. Nous sortîmes tous de la salle d'interrogatoire. L'agent de renseignement se montra très agité à cause de ce qui venait de se produire. Il m'accusa d'avoir menti ou d'avoir fabriqué des réponses aux premières questions. Je persistai à affirmer que mes réponses étaient honnêtes et aussi précises que je pouvais les rendre. Plus tard, ce jour-là, il fut décidé que plusieurs autres personnes tenteraient de poser des questions à l'alien. Toutefois, en dépit de tentatives répétées par plusieurs experts, personne d'autre ne parvint jamais à obtenir quelque message que ce fût de la part de l'alien. Au cours des jours suivants, un chercheur en médiumnité fut envoyé depuis la côte Est afin d'interroger l'alien. Son nom était Gertrude quelque chose. Je ne me souviens pas du nom de famille. Une autre fois, un clairvoyant indien du nom de Krishnamurti se rendit à la base afin de tenter de communiquer avec l'alien. Ni l'un ni l'autre ne parvint à obtenir de l'alien le moindre message. Moi-même, je ne fus pas capable de communiquer par télépathie avec l'un ou l'autre de ces personnes, même si je pensais sincèrement que M. Krishnamurti était une personne fort sympathique et intelligente. Finalement, il fut décidé que je devrais être laissé seul en compagnie de l'alien pour le cas où je parviendrais à obtenir des réponses. Chapitre 2. Mon deuxième interrogatoire. Dans l'interrogatoire suivant, on m'ordonna de poser une seule question à l'alien. Transcription officielle d'interrogatoire, 10 juillet 1947. Question. Pourquoi avez-vous interrompu la communication? Réponse. N'est pas interrompu. Les autres, cachés, dissimulés, secrets, peur. L'alien ne peut pas communiquer avec eux parce qu'ils avaient peur d'elle ou ne lui faisaient pas confiance. En outre, il est clair pour moi que l'alien est tout à fait consciente que plusieurs individus ont des intentions secrètes vis-à-vis d'elle et qu'ils dissimulent leurs pensées véritables. Il est tout aussi évident pour moi que l'alien n'a, à cet égard, pas la moindre peur de nous, ni de quoi que ce soit d'autre. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy.
Ce fut avec beaucoup de réflexion que je choisis les mots destinés à exprimer la signification des pensées de l'alien avant de faire mon rapport au scénographe et aux personnes qui attendaient anxieusement dans la salle d'attente. Personnellement, je n'ai jamais éprouvé la moindre peur ou appréhension quelconque vis-à-vis de l'alien. J'étais on ne peut plus curieuse et enthousiaste à l'idée d'apprendre quoi que ce soit et tout ce que je pourrais à son propos ainsi que de sa part. Toutefois, je n'avais, pas plus que l'alien, une grande confiance en les agents ou autorités qui supervisaient mes interrogatoires. Je n'avais pas la moindre idée de leur intention à son égard. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que les hauts gradés de l'armée étaient un peu plus préoccupés à l'idée d'avoir entre leurs mains un vaisseau spatial et un pilote extraterrestre. À ce moment-là, mon souci majeur était de trouver un moyen pour comprendre plus distinctement les pensées et les idées de l'alien. Je suppose que je me débrouillais plutôt bien en tant que récepteur télépathique, mais pas aussi bien comme émetteur télépathique. Plus que tout, je voulais découvrir une meilleure forme de communication avec l'alien afin de permettre à la légion toujours croissante de fonctionnaires gouvernementaux de la comprendre plus directement sans qu'ils usent à s'en remettre à mon interprétation de ses pensées. Je me sentais peu qualifiée pour intervenir en tant qu'interprète, et cependant j'étais la seule personne avec laquelle l'alien accepterait de communiquer. C'était donc à moi de faire le travail. Par ailleurs, je prenais conscience avec toujours plus d'acuité qu'il s'agissait probablement du plus grand fait divers de l'histoire de la Terre et que je devrais être fière de prendre part à cet événement. Bien entendu, dès ce moment-là, l'événement avait été entièrement discrédité dans la presse et les militaires et les pouvoirs en place avaient déjà entrepris une opération de cover-up à très grande échelle. Cependant, je commençais à éprouver le poids de la responsabilité étant la première personne sur Terre, à ma connaissance, à communiquer avec une forme de vie extraterrestre. Je crois savoir ce que Christophe Colomb a dû ressentir lorsqu'il découvrit un nouveau monde de la dimension d'un continent sur une seule petite planète. Quant à moi, j'étais sur le point de découvrir un univers entier nouveau, inexploré. Dans l'attente de nouvelles instructions de mes supérieurs, je retournai dans mes quartiers sous l'escorte de plusieurs MPS lourdement armés. Plusieurs autres hommes, en costume noir et cravate, m'accompagnaient aussi. Ils se trouvaient toujours là lorsque je me levai le lendemain. Après le déjeuner, qui me fut apporté dans mes propres quartiers, ils m'escortèrent vers la base, jusqu'au bureau où se déroulaient les interrogatoires.